Bonjour à tous, bienvenue dans le 30e épisode de Rugby Confidential, épisode de phase finale, parce qu'on a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end entre la Pro D2, le multiplex de top 14 qui était légendaire. Et bien c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On connaît les 6 qualifiés pour les phases finales du top 14. Il y a le Racing d'un certain Gaël Ficou, et il n'y a pas l'Union Bordeaux-Bègles, ça va être l'un des sujets du jour, messieurs. Il y a Vannes qui est de retour en top 14 après une belle finale, et on va recevoir Gwenaël Duplaine, enfant du club, plus de 150 matchs avec le RCV, un des contacts de Sacha qui nous a dit que ce serait très bon invité pour aborder ce sujet-là. Et on va aussi bien évidemment se projeter sur le barrage entre Provence Rugby et Perpignan, qui est, avec les barrages de top 14, l'un des gros rendez-vous du week-end. On a eu une surprise entre guillemets, sur l'access match qu'on avait entre la Nationale et la Pro D2. Est-ce qu'on en aura une entre la Pro D2 et le top 14 ? Eh bien, nous verrons ça, messieurs. Nous finirons bien sûr par des questions YouTube, le classique. D'ailleurs, cette semaine, petit point particulier, messieurs, on va rester un peu plus longtemps en studio ce soir, parce qu'après, on va potentiellement faire quelque chose pour donner des trophées rugby confidentiel à des joueurs, à des staffs, voilà. Ouais. On va peut-être faire nos awards. J'espère que t'as pris ton cardigan. Ah, j'ai pris deux vestes. Il est debout là. Pour les grandes occasions. Donc guettez la chaîne dans les prochains jours, guettez les différents réseaux de rugby confidentiel dans les prochains jours. Vous devriez avoir un petit peu de contenu supplémentaire. Voilà. Restez branchés, comme disent les jeunes. Moi, j'avais besoin de revenir sur un truc, messieurs, avant toute chose. Déjà, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Il faut qu'on parle de l'affaire Valo à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé, Sacha ? Tu peux enjoliver, vas-y. Il y a Patrick Hart qui dit Sacha, le héros de l'aéroport de Toulouse, respect. Écoute, c'est pas les histoires les plus sympas à raconter, mais bon, ça s'est passé malheureusement. Je rentrais à Paris, j'avais 1h30 de retard sur mon vol. Je me suis un petit peu éloigné de ma porte d'embarquement pour trouver une place assise. Et j'ai vu une femme qui bossait à l'aéroport se faire un peu suivre par un mec qui me paraissait un peu bizarre, qui a essayé un peu d'arracher la porte derrière elle. Et il a commencé à baisser son pantalon, donc je me suis dit, c'est un mec qui veut pisser, qui doit être un peu bourré vraisemblablement. Et en fait, c'est un mec qui a commencé un peu à se toucher, on va dire, dans les couloirs, sauf qu'il y avait des familles qui passaient avec des enfants, des ados qui allaient prendre un vol sûrement pour partir en vacances ou je ne sais quoi. Et du coup, je pense, comme tout le monde aurait fait, je suis intervenu parce que ça n'a pas lieu d'exister, ce genre de choses. Et par rapport à tout le monde, aux enfants, à la sécurité de tous. J'ai pas non plus été un grand héros. Déjà, j'ai pas été seul. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui est venu m'aider, entre guillemets, à arrêter cette personne, qui était un Polonais qui avait raté son vol et qui commençait à se masturber. Bon, bref, voilà. Et donc, je l'ai mis au sol, et en attendant que la police vienne nous aider, mais enfin, je pense que j'ai fait ce que tout bon citoyen aurait fait. C'est dur d'intervenir en vrai sur les lieux publics quand il se passe des trucs, donc c'est quand même. Puis tu sais pas trop comment les gens peuvent réagir aussi. Ouais, la personne était vraiment touchée. Il a commencé à s'approcher de moi en ayant toujours son sexe à l'air, donc forcément. L'enfer. Ouais, l'enfer pour le coup, l'enfer sur terre. Donc voilà, je l'ai un petit peu menacé. On l'a fait s'asseoir et attendre la police, mais non, rien de... Ouais, je suis juste un peu déçu qu'ils aient dit l'ex-rugbyman Sacha Valo et non pas le podcasteur de rugby confidentiel. J'avoue que c'est le seul truc que je reproche à la dépêche, personnellement. Ouais, moi aussi. Et la photo aussi. La photo est vieille, mais titre de champion olympique de la jeunesse, ça fait toujours plaisir de le revoir. C'est vrai que c'est pas trop mal. T'aurais fait la même chose, toi ? Alors, tu veux une anecdote ? J'ai déjà fait la même chose au Danemark, pour un truc totalement similaire, à la plage cette fois. Et le mec était dans la flotte, et avec un Danois, on lui a cassé la gueule. Ouais. Parce qu'il était très agressif. Ouais. Moi, j'étais flippé de me battre dehors, c'était terrible. Plus jamais je me bats dans la rue. C'était ta première bagarre de rue ? Ah ouais, c'était la seule de toute ma vie. Plus jamais je le fais. J'ai jamais autant. Après, je savais qu'il avait pas d'arme parce que il était à Wall. Et du coup, ça bravo à toi. Ouais, merci beaucoup. Et depuis, je suis streamer, je reste dans ma chambre. En vrai, si on peut faire passer un message, si tout le monde a à le faire, quand il y a des gens qui sont un peu en détresse, quand on voit des personnes mal à l'aise, il faut pas hésiter. Alors, faut faire attention à sa sécurité. T'as raison avec les armes, mais n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir aux gens qui se sentent en danger. Et même si c'est juste sortir les gens de la zone, entre guillemets, c'est pas intervenir sur la personne, c'est déjà... Petit geste. Exactement. Et signaler. Aussi, toujours important. Ce week-end, on a eu aussi la finale des espoirs, messieurs.
des espoirs Que t'as commenté. que j'ai commenté, que j'ai diffusé même sur Twitch. C'était ASM Stade Toulousain. Et La Montagne m'a contacté, donc qui diffuse, parce que le match était à Brive. C'est souvent un terrain neutre, terre de rugby finalement. C'est souvent un terrain neutre. Ouais, c'est un peu, tu vois, Trac sur la carte. Ils se sont dit la finale. Ah, mais En fermant les yeux. il y a que Brive, bien évidemment. Et ouais, effectivement, donc j'ai diffusé ce match sur Twitch et c'était vraiment super cool. Il y a eu pas mal de monde. On a eu 21 000 spectateurs uniques, donc c'est quand même une grosse circulation pour le coup. Et en plus, alors pourtant c'est diffusion simple, hein, une caméra, le score et puis un mec dans les tribunes, j'imagine. Ça, exactement. Ouais, et les gens ont vraiment beaucoup aimé et je trouve que on voit de plus en plus quand même des gens qui s'intéressent à la diffusion des matchs, qui suivent, même si c'est des jeunes, même si c'est des clubs, même si à un moment je me suis dit si c'est pas l'équipe de France ou quoi, ça intéressera pas forcément, mais au final pas du tout. Ouais, ça plaît. En plus c'est des joueurs à fort potentiel, donc c'est toujours sympa de les regarder. Toulouse, Clermont, c'est quand même une belle affiche. Ouais. C'est clair. On en parlait justement. Donc pour ceux qui le savent pas, l'ASM a gagné ce match sur le score de 26-21. Dernière action défense et tout sur un potentiel essai magnifique et tout. Gros match, ils ont bien dominé au niveau de l'occupation, surtout l'ASM. Un peu de déchets côté toulousain. Les gens qui regardent les matchs des espoirs m'ont dit qu'ils sont pas habitués à ça. Donc peut-être un peu pris par l'enjeu aussi. Mais c'était un vrai match, ça tapait très très fort. Ouais. Ça va à 15 000 à l'heure quand même. Ça joue bien. Espoir, Ils ont ces deux centres de formation hyper performants depuis des années. Moi je me rappelle même quand j'étais jeune, déjà Clermont c'était costaud. Et Toulouse, forcément le meilleur centre de formation en France en tout cas. Et donc ça a dû être un beau match. Messieurs, on va parler du top 14. Let's go. On connaît les qualifiés après un multiplex incroyable, après une dernière journée de top 14 monumentale. Tu t'es qualifié, tu fais partie des qualifiés et point assez rare et assez exceptionnel, la seule équipe qui a gardé sa place dans le top 6 par rapport à l'année dernière, c'est uniquement le champion en titre, le Stade Toulousain. C'est assez fou. Il n'y a que de nouvelles équipes. Ouais, mais comme quoi ce championnat, il est hyper attractif. Chaque année, tout est remis en question et c'est ce qui est beau. C'est que tu sais jamais vraiment qui va être champion, même si Toulouse fait partie des favoris chaque année. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais ça regorge de grandes équipes et il n'y a jamais de match facile. Donc ça montre bien que ce championnat est fou. Vous, par exemple, ce week-end, vous aviez votre destin en main avec la victoire contre le Stade Toulousain, vous qualifiez. Mais est-ce qu'il y avait quand même des petites infos concernant ce qui se passait sur les autres terrains ou pas du tout ? Non, honnêtement, nous, Colazo a décidé qu'on ne regardait pas les téléphones et nous, quand tu es sur le terrain, tu oui, bien sûr, mais peut-être qu'on peut te dire. Une petite boîte récupérer les téléphones sur, non, mais on était vraiment concentrés sur l'objectif parce que ce qui est bien, c'est que quand ton destin il t'appartient, tu le maîtrises, donc tu restes concentré sur ton objectif. Quand ça dépend de plein de facteurs, là c'est un peu plus compliqué. Nous on avait notre destin entre nos mains, donc on était focus sur notre match, on savait que ça allait être un match très difficile. Toulouse est venu avec une équipe de challengers, beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'envie. Donc c'était pas simple, c'était un match où on a beaucoup plaqué, je crois qu'on a plaqué 250 fois contre 90 fois. Donc ça te montre le taux de possession qu'ils avaient. Et c'était pas un match facile parce que honnêtement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont des jeunes extrêmement performants, plus quelques joueurs confirmés comme Teddy Thomas, Julien Marchand, etc. Donc c'était vraiment un gros match et c'était très dur. Pour refaire rapidement le bilan des qualifications, Toulouse est donc qualifié directement en demi-finale, accompagné par Montpellier, que j'ai été le seul de nous trois à avoir mis dans le top 6. C'est vrai. Rappelons-le. Je crois pas que t'avais mis le Racing par contre, si je peux me permettre. Non, j'avais pas du tout mis le Racing. Voilà, alors que nous, on l'avait mis. Pas du nez. J'avais mis le Racing 14 derrière mon taux. J'avais du nez quand même, tu vois. La Rochelle se déplace au Stade Français en barrage. Ça, ce sera le match de dimanche. Et le Racing de Gaël se déplace à Pau et c'est samedi soir. Voilà. Donc le fameux Racing Stade Toulousain, on a commencé à en parler. Sacha ne vient pas me voir normalement. Et non, Sacha, je suis très déçu. Parce qu'on se quitte plus là depuis 2 semaines. Ouais, c'est vrai que tu fais tous les matchs de Gaël. Tu veux pas venir? Tu peux pas demander une dérogation? Je vais peut-être venir. Je vais peut-être venir sur mon temps libre pour vous soutenir, en tout cas pour être avec vous. Mais ça va être un super match. Et je pense, on a beaucoup parlé de Montpellier comme l'équipe un petit peu surprise, mais là maintenant il y en a 2 autres. Pour moi, il y a La Rochelle qui finit sur une série folle, 6 victoires consécutives. Et puis il y a cette équipe du Racing qui a enchaîné 9 victoires sur les 11 ou 12 derniers matchs, ce qui est complètement dingue.
Et la performance, tu as raison de le souligner, Gaël, mais la performance contre Toulouse, elle n'est pas anodine. Vous avez beaucoup défendu, notamment toi. Tu fais un retour très important. Max Spring aussi. Défensivement, vous êtes capable maintenant de faire des grosses performances pendant 80 minutes. Et je pense que vous allez être très, très piégeuse. Vous allez jouer sur terrain herbe. Ouais, ça nous favorise. Ouais, contre une équipe qui va être très belle à jouer, mais pour le coup, ça sera une opposition de style. Et je pense que vous pouvez vraiment être les outsiders de... Ouais, et vous pouvez aussi imposer des choses un peu comme peut le faire Montpellier, à réduire, à taper un peu plus fort, à devoir défendre des grosses séquences où ça tape justement fort dans ces zones d'affrontement. D'accord avec vous. Et vous pouvez être un vrai piège. Ouais, très peu de blessés. On est une équipe, on va dire, dominante, surtout... avec nos avants et nos trois quarts qui sont assez puissants. On avait plus un profil de puissance qu'on va dire rapide. Bon, on est très rapide aussi, mais moins dans l'endurance, on va dire, que ce que peut être Pau. Donc, ça va être deux défis de style complètement différents. À la fin du match, il y a Patrice Collazo qui avait quand même beaucoup d'émotions. On l'a vu en larmes pour la qualification. C'était quand même un objectif très important. Du coup, on s'en doute d'aller chercher cette qualif. En tout cas, on sentait que ça avait une certaine importance. Ouais, ça avait une importance. L'année dernière, on ne s'est pas qualifié. Je pense que Patrice, l'émotion, elle est due aussi à son parcours de ces dernières années qui n'a pas été simple. Il a changé beaucoup de clubs, joué des matchs difficiles dans des contextes difficiles, etc. Il a retrouvé un peu de bonheur. Jouer les phases finales, c'est toujours plaisant. Donc, je pense que l'émotion, elle vient de là, un peu de... Tu sais, les saisons, elles sont hyper longues. Quand tu fais toute la saison, tu passes l'hiver, c'est dur, et les beaux jours arrivent, et tu as les grands matchs. C'est quand même un plaisir de retrouver ça. Faut pas oublier que le Racing, c'est quand même une équipe qui est habituée aux phases finales. À un moment donné, quand ils avaient perdu beaucoup de matchs, ou en tout cas, dans les dernières minutes, ils avaient perdu beaucoup de points. À un moment donné, plus personne quasiment ne croyait en eux. Ils ont fini ultra fort. Il fallait faire le résultat à Clermont aussi, qui a été ultra décisif. Et derrière, tu reçois le Stade Toulousain qui se déplace toujours pour faire un coup, pour chercher de la confiance. Donc, sincèrement, le Racing allait se la chercher. Donc, je comprends aussi l'émotion de Patrice Collazo. Au vu de tout ce qu'on a pu dire, peut-être du recrutement, ça a recruté pas mal en Pro D2. Ben voilà, son projet aujourd'hui, il est qualifié pour la phase finale et ça, c'est cool. UBB 31, Clermont 34, c'est potentiellement l'exploit du week-end. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un exploit. L'équipe qui fait l'exploit ne finit pas dans les 6. C'est un exploit qui sert à rien, entre guillemets. En tout cas, ça sort l'UBB, par contre, de ce top 6. Clermont est allé gagner à Bordeaux. Grosse performance des Clermontois, qui étaient pourtant menés de 14 points. Il y avait 21-7 à un moment, même 24-7, si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais ça suffit pas pour se qualifier, comme on l'a dit, parce que La Rochelle a gagné son match, parce que le Racing a gagné son match. Et Bordeaux finit 8e, si je dis pas de bêtises. Clermont finit 7e. Petite question, petit débat presque. Est-ce que c'est une saison réussie ou une saison ratée pour Union Bordeaux-Bègles ? Réussi quand même. Je suis tellement d'accord. Non, mais je comprends la frustration de certaines personnes qui vont s'en plaindre, mais je suis tellement d'accord. Tu vas te titrer. Non, mais ça prouve encore une fois, pour moi, que le top 14, il est encore plus puissant que la Champions Cup. Il est plus dur, il est plus laborieux. Et ça, c'est une certitude. Tous les week-ends, c'est la guerre. Tous les week-ends, c'est très dur. Tous les week-ends, c'est une remise en question. Et la Champions Cup, comme on l'a dit, la finale, elle est jouée bien avant l'heure. Elle est jouée en quart de finale face à Toulouse. C'est ça le problème. Mais à la fois, tu vois, l'année dernière, ils font champion de Champions. Et ils finissent quand même 2e de top 14. Ouais, mais ils y ont laissé des plumes, je pense. Honnêtement, ils ont fait un parcours sans faute. Ils ont fait une Coupe d'Europe extraordinaire. Il leur a manqué des joueurs phares sur ce match. L'absence de Jalibert, elle coûte cher. Bentama Ifuna, elle coûte cher. Cameron Woki, elle vaut cher. Donc, ils ont des blessés, ils ont des joueurs ultra performants qui sont pas là, des leaders forts du groupe. Et je pense que sur ce match, ça s'est ressenti. Mais pour moi, c'est quand même une saison réussie. Dès que tu pars avec une Coupe d'Europe, déjà, c'est incroyable. Donc, forcément, je pense que tous les téléspectateurs, pour la beauté du jeu, de ce sport, etc., auraient voulu voir Bordeaux sur ces phases finales. Mais la réalité, c'est qu'il est tellement dur, ce championnat, que c'est clair. Ce que dit Gaël, ça met en lumière à quel point les équipes qui ont fait le doublé à l'époque, c'était dingue. Je pense au Stade Toulousain qui faisait régulièrement quand même des doublés, championnat, Coupe d'Europe. C'est monstrueux. Toulon aussi, Toulon l'a fait. L'UBB aujourd'hui a perdu trop de plumes à se concentrer sur ce quart de finale, à gagner tous ses matchs, à avoir un parcours un petit peu parfait pour atteindre le titre de champion d'Europe. Ils sont double champion d'Europe, c'est énorme. Ils marquent l'histoire du club. Plus les blessures aussi. Plus les blessures, ils se qualifient pas. Voilà, Gaël a raison, ça montre la difficulté d'être performant sur toute une saison de top 14 parce que toutes les équipes, à part Montauban qui a été en difficulté cette saison vraiment, mais toutes les équipes jouent leur poids à chaque match.
Tu le vois avec le Stade Français. L'an dernier, ils étaient pas loin de descendre. Cette année, ils sont troisième. Bon, ben voilà, c'est un championnat qui est très dur, mais pour nous, pour les téléspectateurs et pour les joueurs qui jouent, c'est quand même exceptionnel. Tu te confonds tous les week-ends à ce qui se fait de mieux. Ouais. Je pense que Bordeaux n'a pas encore... Ils ont un niveau de jeu exceptionnel. Ils ont une équipe exceptionnelle, mais ils n'ont pas la profondeur que peut avoir Toulouse encore. Toulouse a un centre de formation tellement performant qui fait que dans leur rotation, peut-être l'équipe qu'on a joué ce week-end, c'était un peu pas les challengers sans même manquer de respect, mais c'était pas les titulaires indiscutables, etc. Donc tu vois la profondeur de Toulouse, malgré ça, ils ont une équipe ultra compétitive qui nous a mis en grande difficulté. Et c'est là où, pour moi, Toulouse a encore toujours ce petit temps d'avance, c'est sur la profondeur d'effectifs. Pour moi, ce club, il a tout compris, quoi. Parce que là, Bordeaux, pour exister sur les deux championnats, t'es obligé d'avoir ça. Dès qu'il manque quelques mecs un peu clés. Je te dis pas sur tout, un match, Toulouse-Bordeaux sur un match, ça se vaut à 100%. 4 défaites à domicile aussi, Bordeaux. 4 défaites à domicile. Et puis, ce que met aussi en lumière Gaël en disant ça, c'est la période des doublons. Toulouse est capable de la gérer parce qu'il a raison. Il y a des jeunes qui poussent, qui sont très, très performants. Et Bordeaux, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi, même si Damien Penaud n'a pas été pris. Tu laisses des plumes quand tu perds vraiment tes cadres, alors que pour le coup Toulouse est capable de ramener un Delpi qui peut faire du bien, qui bien peut... sûr. Ouais, bien sûr. Mais justement, là ça a créé l'élimination de Bordeaux a créé un nouveau sujet aussi. Ouais. C'est que les joueurs peuvent être dispo pour la tournée cet été. Ouais. Est-ce qu'au final cette élimination de Bordeaux c'est pas une bonne nouvelle pour le 15 de France c'est sûr que Fabien doit se frotter les mains. Mais je pense pas qu'il soit content de la défaite de Bordeaux. Il est content d'avoir des joueurs de ce niveau-là, parce que Bordeaux, c'est énormément d'internationaux, des joueurs de très grande qualité, etc. Donc, forcément, lui, c'est favorable pour lui, mais je pense pas qu'il s'en réjouisse aussi, tu vois. Parce que, pour le contexte, si jamais certains ne savent pas, les joueurs qui sont concernés par les phases finales, en tout cas, je crois que c'est demi-finale et finale principalement. Je crois que c'est jusqu'à la demi. C'est jusqu'à ceux qui sont en finale n'iront pas, à part quelques exceptions. Okay. Mais jusqu'à la demi, en fait, il prendra pas les joueurs concernés. Je crois que c'est aussi avec des accords perso, selon les feuilles de match, les trucs. Ouais, et puis il faut une période de repos pour ces joueurs-là. Obligatoire. Donc ça te fait des saisons très longues quand tu vas en demi-finale. Donc il y a un joueur de l'UBB qui a fait parler de lui aussi cette semaine, c'est Louis Bielbiarré, parce qu'il paraît qu'il serait intéressé à l'idée de faire les prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, donc évidemment avec l'équipe de France de rugby à 7. C'est un choix qui a fait beaucoup parler, et j'ai vu des commentaires sur les réseaux d'un certain Sacha Vallot notamment, que ça a fait beaucoup réagir. J'ai vu un bloc comme ça en commentaire. Je me suis dit, oula, il a l'air énervé, je vais même pas lire. J'ai juste lui demandé quel était son avis. Parce que globalement, il y a l'avis des gens, enfin de certaines personnes en tout cas, c'est de dire que... J'étais présent sur la tweet. Il était là. Non, j'ai pas vu. Non, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça vole les places des joueurs du 7, etc. Et l'avis de Sacha Vallot, c'est que ça vole pas du tout les places des mecs qui sont en équipe de France à 7. C'est le jeu. Les équipes de France, elles doivent être performantes. Moi, j'ai été international à 7 et arrivé les JO en 2016, on a eu une vague d'internationaux à 15 qui venaient pour faire les JO. C'est normal. Si c'est des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c'est eux qui doivent y aller. Ouais. Même si toi, tu passes toute ta saison à le faire. L'équipe de France, elle doit performer. L'équipe de France, elle doit viser une médaille d'or. Nous, en 2016, on était très très loin d'un titre et pourtant on y est allé dans cette optique-là. Et donc, on a eu des Romain Martial, des Rémi Grosso, des Fulgence Ouedraogo, des Sofiane Guitou notamment qui sont venus, et j'en passe. Et c'est normal, c'est le jeu. Et le but, c'est que l'équipe de France, elle soit performante. Donc, Louis Bielbiarré, c'est un extraterrestre, avec sa vitesse, avec toutes les qualités qu'il a, sur une pelouse de rugby à 7. Je suis persuadé qu'il aurait des qualités pour être monstrueux. S'il a envie de le faire, qu'il trouve un accord avec son club et qu'en plus il est performant quand il y va, mais c'est normal. Et aucun joueur de l'équipe de France ne râlera de l'équipe de France à 7, je parle. Bien sûr. Parce que c'est le jeu. On avait eu le cas d'Antoine Dupont en 2024 aussi. Mais si c'est à petite dose, moi je trouve que c'est bien. Et après, bien sûr qu'ils vont pas changer les 7 mecs qui sont sur le terrain. Tu peux pas. Et puis t'en as 2-3, c'est bien. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Et puis, en fait, histoire d'amener des compétences supplémentaires ou des profils un peu différents et tout. Mais aujourd'hui, il y a des gars...
il faut se rendre compte, d'ailleurs l'équipe de France A7, les garçons ont gagné ce week-end le tournoi de Bordeaux. Avec des joueurs du top 14 avec notamment. des joueurs comme Arfeuil notamment, tout à fait. Ouais. Un peu plus décevant du côté de l'équipe de France féminine qui termine à la 5e place. C'est que cette passerelle, elle est quand même beaucoup mise en avant récemment. On a des profils qui aujourd'hui reviennent en top 14, qui étaient sur le 7 et inversement. En fait, c'est pas dans un sens. C'est pas juste le mec il va aller se régaler, prendre sa place et tout. Et puis moi, je suis complètement d'accord avec toi. L'équipe de France appartient à personne. Exactement. Tu dois toujours aller chercher avec les joueurs que tu as à disposition le plus haut niveau de performance possible, les joueurs qui ont le plus de capacité possible. Et si ça passe par un gars qui se rend dispo à ce moment-là et qui apporte plus qu'un joueur de 7 qui est là depuis 3 ans, c'est le jeu. Ouais, totalement. Moi, je suis complètement d'accord avec vous sur ça. Moi, je vais aller plus loin que ça encore. À l'époque, en 2021, quand on se qualifie pas, Gabin Villière était venu aussi pour nous aider. On s'est pas qualifié, bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais t'as raison, l'équipe de France, c'est un petit peu bizarre son fonctionnement parce qu'on est salarié de la fédération. Ouais. Ça veut dire que tous les matins, on met le maillot de l'équipe de France et ça devient comme si c'était notre club. Déjà, c'est bizarre. Ouais. L'équipe de France, ça reste un privilège. Donc, c'est normal que des joueurs arrivent et postulent et performent peut-être et prennent ta place s'ils sont meilleurs, c'est normal. Mais tu vois, par exemple, à l'époque, Virimi Vakatawa, quand il a été pris sur ses premières sélections à 15, il était sous contrat avec la Fédé. Ouais, personne n'a râlé. Ouais. Il a été très performant, peut-être plus performant que des centres qui étaient en top 14 et c'est normal. Donc moi, je m'oppose pas du tout à l'avenue de Louis Bielbiarré. Au contraire, s'il peut apporter à l'équipe de France, j'en serais le plus heureux. Et puis oui, comme disait Gaël, de toute manière, il y a tellement de gars qui sont installés trop forts aussi parce qu'on a des vrais, des mecs qui ont un QI 7, mais qui c'est ça. Tu peux pas changer toute une équipe. Il te faut une stabilité, il faut des mecs qui connaissent le plan de jeu, la structure. C'est très spécifique aussi le rugby à 7-1. La bascule, elle est pas évidente à faire. Donc tu auras toujours besoin d'avoir des puristes. Et il y en aura. Et s'il y a des mecs... Enfin, si on repense à Antoine Dupont, la plus-value qu'il a fait à Paris 2024... Ah, t'as trouvé qu'il a apporté quelque chose, toi ? Léger. Non, mais... Il a marqué à tous les matchs. Non, mais très sincèrement, il a été le détonateur. Il a aussi donné un plein de confiance à ses coéquipiers. Quand t'as des joueurs comme Louis Bielbiarré à côté de toi ou Antoine Dupont, forcément, t'es galvanisé, t'as envie de te mettre à son niveau. Ouais, et les joueurs disent aussi que ça leur apporte personnellement. Bien sûr. D'un point de vue technique, même de concurrence. C'est un non-débat. C'est un non-débat. Il y en a un autre qui serait incroyable, même si on n'en parle pas souvent, mais c'est Damien Penaud. Ouais. Damien Penaud à 7, il serait incroyable parce qu'il a des qualités de vitesse, il est costaud, il est dur à plaquer, il défend bien. Donc, mais moi j'ai une liste comme ça de mecs qui seraient très très bons. Tu veux mettre dedans, j'ai une liste comme ça. Alors il n'y a pas suffisamment de place sur le papier. C'est mon geste qui t'a peut-être induit en erreur. Je me suis dit, c'est quand même une très longue liste, tu vois. Je me suis dit, peut-être que je suis dedans. Ok, d'accord, elle n'est pas si grande la liste. Je t'entraîne encore un peu. Messieurs, je vous propose de parler de Pro D2. On y va ? Parlons de Pro D2. Allez. Mais pas que tous les trois, ce sera mieux. Tonnerre d'applaudissements. On en a parlé en début d'émission. On va parler de Pro D2 et on va parler de Pro D2 avec Gwenaël Duplaine qui nous a rejoint. Van est de retour en top 14 après sa victoire en finale contre Provence Rugby. Et qui de mieux que Gwenaël pour nous rejoindre, Sacha ? Ouais, je me suis rapproché de toi, tu vois, au cas où, pour pas que tu le maltraites. Non, mais j'ai vu ça. J'ai vu que tu voulais prendre soin de lui à fond. Bien sûr. C'est celui que tu nous as dit, c'est celui qu'on doit avoir pour parler de Van. Parce que je l'adore déjà, parce que c'est un super joueur. On aurait pu parler de lui dans les joueurs sous-cotés, mais c'est un super mec. Et puis c'est l'enfant du club. C'est un joueur qui a tout connu là-bas. Donc pour parler d'un titre et d'un retour en top 14 et surtout du projet Vanté, il n'y a pas meilleur que lui. Donc on est content de le recevoir. On va voir s'il a plus de voix que moi après un retour à Manchester. Ouais, ça va. Un petit test. Ça va très bien. Bonsoir à tous. Il est enfant, super content. On est vraiment super content de te recevoir, mais on doutait de ton potentiel niveau de fatigue. Ça va le faire. Pareil, rugby, ça va le faire. Ça devrait le faire. Un bureaucratie, c'est bon. Ouais, non, mais parce que voilà, on sait que le rugby, il y a la victoire et il y a l'après-victoire. Ouais, partie du truc. Ça se fait bien à Vannes. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. C'est ça. Mais écoute, j'ai suivi un petit peu leur parcours. Ça m'a rappelé des bons souvenirs d'il y a 2 ans. Ouais, parce que tu avais fait la montée en top 14. Exactement.
17 titularisations sur la saison, Sacha Valo. C'est gentil de donner les 4 essais. 4 essais. Non, mais je me souviens des stats. Non, mais c'est pas Celle-là, mal. t'es pas obligé de la dire. Non, mais 4 essais, c'est bien déjà. Ouais, mais j'aurais bien aimé que tu dises 10 essais et Ah, personne c'est n'aurait vrai que été. 4 essais, c'est sur la carrière. Donc, c'est pas sur la saison. Parce que la saison à 4 essais, elle aurait été belle quand Je me même. disais que ça faisait beaucoup aussi. Ah, mais combien de Guéna a l'air passes de vouloir. Oh, euh, Ah, Non, il il marquait beaucoup de passes décisives. Ah, c'est ça que j'avais Voilà dit. pourquoi on l'a invité. Et au flot prend de son dos. Sacha, on connaît. Ça, c'est bizarre. Attendez, c'est les invités Tu de reviens la Sacha. semaine prochaine. Et je trouve que le discours de l'invité est particulièrement. Tout est calibré. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est préparé, moi, en tout cas. Il a sa fiche. Il a rangé la fiche sous la table, donc ça va. Non. Bon, j'imagine que, voilà, on savait Van, grand favori de la saison, qui a dominé aussi de la tête et des épaules cette Pro D2, qui est venu faire match nul d'entrée à Brive en plus. Moi, ça m'avait bien frustré ce match. Encore, ils auraient dû gagner. Et ouais, ils auraient dû gagner tout le monde. À 14 secondes, quand même. Et à 14 contre 15 en plus. Heureusement qu'il y a eu un carton rouge. J'imagine quand même, gros soulagement parce que c'était l'objectif. C'était objectif et gros soulagement. On avait une grosse pression quand même là-dessus parce que tout le monde nous attendait. Bien sûr. Et match de phase finale, on connaît comme Montauban l'année dernière, mais tout peut se passer. Et au final, pouvoir gagner ce titre, c'est vraiment un soulagement pour Van parce que on se devait de remonter en top 14. C'est quand même beau de le réussir aussi rapidement, surtout parce qu'on sait que la redescente, c'est toujours un petit peu difficile. Au final, des équipes qui ont remonté en un an, il y en a pas tant que ça. Et puis, c'était un bel adversaire en plus, Provence Rugby, ce week-end. C'était un gros adversaire, avec des qualités de joueurs un peu incroyables quand même. Enfin, quand je pense au Boutiniata, aux autres joueurs, franchement, c'était une grosse équipe. Van a réussi à remonter parce que je pense que le projet est quand même très cohérent. On a réussi à garder tous nos joueurs de... Cohérent, bienvenue dans le podcast. C'est parfait. On a réussi à garder tous nos joueurs de top 14. Franchement, on a eu pas mal de sollicitations sur les joueurs et les joueurs ont cru au projet. Donc là-dessus, Van construit bien son effectif pour l'année prochaine et les années à venir. Tu me disais même que tu trouvais que l'effectif était quasiment plus complet cette saison que l'année en top 14 l'an dernier. C'est vraiment la volonté du club. Comment tu l'as vécu toi par rapport à le fait de redescendre, baisser de niveau entre guillemets, et surtout dans un championnat qui est complètement différent? Comment t'as trouvé je pense que l'effectif était quand même plus complet, avec plus d'expérience. On a réussi à aller chercher des joueurs qui sont venus en Pro D2, ce qui est pas simple. Mais aujourd'hui, on connaît la Pro D2, c'est quand même un championnat de qualité sur le niveau de jeu. Je pense qu'on est dans les top championnats européens, mine de rien. On n'est pas... c'est pas la Coupe d'Europe, mais c'est quand même un très bon championnat et au final pouvoir se renforcer comme ça montre que les joueurs croient au projet du club et derrière ils devaient faire le taf, on devait faire le taf et tout le monde a fait le taf et on est en top 14 l'année prochaine. Et Gaël, content de retourner à l'Arabine la saison prochaine? Ouais, j'en garde un bon souvenir l'année dernière, c'est ce que je disais à Sacha, on a été super bien accueillis, c'est un public hyper respectueux, ils encouragent tout le monde, ça j'ai adoré, le stade est magnifique, l'ambiance est magnifique et c'est un très beau club, donc je suis content pour eux. J'aimerais aussi que Provence un jour accède à ça parce que c'est un club qui mérite aussi, mais sur la finale, il n'y a pas eu grand chose à dire, vous avez été ultra dominateur et vous méritez votre place, donc c'est magnifique et non, honnêtement, je suis très content de les voir en top 14. Tu as parlé du public et il y a un sujet qui est un petit peu sorti là ces derniers jours, c'est sur les délocalisations la saison prochaine. Et, oui, dis-moi, je pense qu'il faut faire attention. Ça parlait du Stade de France. Ouais, mais alors, c'est Olivier Rome, un des coprésidents. Il faut pas oublier que Van vient d'être champion, donc ils sont encore sur la période de fête. Olivier Rome a dû bien profiter. Je boire 2-3 ouais, Désolé, c'était facile. Celle-là est facile. Je l'ai entendu, j'ai fait ouh. Non, c'est à prendre avec des pincettes. Avant d'aller au Roison Park, on en parlait beaucoup. Moi-même, quand j'y étais, ça avait mis du temps. C'est Rennes, le Roison Park. Si exactement, c'est Rennes. Pourquoi pas aller à la Beaujoire? Je sais pas. Je sais que ça a été évoqué notamment par Olivier Rome, Stade de France. Guéna nous en dira peut-être un peu plus, mais ça me paraît... Ça parlait de Twickenham aussi. Mais moi, ça m'avait choqué l'ambiance parce qu'on arrive dans des terres parfois, par exemple à Perpignan, tu te fais insulter sans leur manquer de respect, mais c'est vrai. Oui, mais ça fait partie du folklore de Perpignan. Tout le monde, c'est agressif. T'as quelques équipes comme ça où t'as des supporters incroyables, mais c'est quand même très agressif. Et là-bas, limite, quand tu marquais, ils t'applaudissaient et tout. Et je me dis, mais ils sont avec nous, quoi. C'était, non, mais c'est hallucinant, mais c'est beau aussi à voir. Donc, ou le silence, le fameux silence pour le buteur. Ouais, aussi, exactement. Qui, je trouve, est peut-être même plus dérangeant
qu'avoir du bruit, tu vois. Vu que je suis pas un spécialiste du jeu au pied, j'ai peut-être pas. Moi aussi. Moi, je suis pas sûr que ça me dérange. Moi, j'ai pris une transfo en drop. Loupé. Manqué, mais elle était bien touchée. Et le bruit du public m'a permis de me mettre dedans, je vais être honnête avec toi. Peut-être que Guénin en sait plus sur cette délocalisation. Il va y avoir des délocalisations, c'est sûr, parce que le stade est en reconstruction. On va aller chercher 15 000 places de supplémentaires, pas supplémentaires, mais 15 000 places. Aujourd'hui, c'est 12 000 places. Ouais. Donc, il va y avoir des délocalisations. Après, le Stade de France, je sais pas, ça a été annoncé comme ça, c'est pris au dépourvu pour tout le monde. Ça serait incroyable. C'est énorme. Perso, je pense qu'il serait capable de le remplir. On a réussi à... La force des Bretons. Je pense qu'il serait capable. On a réussi à remplir le Roison Park à Rennes en 15 minutes, 30 000 spectateurs. Donc, je pense que les Bretons à Paris, ils sont présents et on pourrait faire une grosse influence. On a déjà eu des stades français, stades toulousains à l'époque, au Stade de France. Ouais. Gaël en a joué. Ouais. À l'époque. Gaël, je sais pas si t'as joué contre Vannes l'an dernier à l'Arena, mais le nombre de spectateurs bretons qu'il y avait, c'était un truc de malade. Et je pense que c'est une vraie plus-value sur une saison d'avoir des supporters comme ça qui te suivent, qui te poussent, etc. Honnêtement, c'est une chance d'avoir un public comme ça. Est-ce que tu sais si c'est des gens qui suivent ou si c'est des Bretons qui sont sur place au moment du match? Alors, il y a beaucoup de déplacements de Bretons. L'année dernière, à Paris, il y a quand même beaucoup de Bretons à Paris. Donc, il y a beaucoup de Parisiens bretons, entre guillemets, qui sont venus au stade. Mais c'est vrai qu'on a un public incroyable. Clairement, ce week-end, ils étaient 15 000 à Ernest Vaillant. Le stade était bleu. Plus de 15 000 à Vannes sur les remparts en train de regarder les matchs. On a un public au niveau top 14. Moi, je me rappelle de matchs où on avait perdu parfois des 35, 40 points d'écart et où le public restait, nous applaudissait, on faisait le tour d'honneur quand même. Normalement, quand tu prends 40 points, tu rentres vite au vestiaire. Et là, on restait parce que le public continuait à nous encourager, à nous soutenir. Donc, c'est vrai que ce public, il est quand même fabuleux. Toi, ça fait longtemps que tu es au club. Là, on parle du public qui est quand même une composante importante. Mais est-ce que déjà, tu imaginais Vannes à ce niveau-là? Est-ce que tu imaginais aussi l'engagement des Bretons aussi important derrière? Moi, j'ai commencé à Vannes. Mes premiers matchs, sous appui, tu avais 500 spectateurs. Stade Joe Courtel. Stade Joe Courtel, 500 spectateurs. Il pleuvait, tu avais une petite tribune. Et ils étaient tous sur la tribune. Et c'est vrai que voir aujourd'hui Vannes en top 14, tu peux amener à Toulouse 15 000 spectateurs, c'est incroyable. Ouais. C'est sûr que tu ne pouvais pas forcément imaginer à l'époque. Non, c'est incroyable et aujourd'hui je sais pas où ça va s'arrêter sincèrement, peut-être au Stade de France avec 80 000 spectateurs mais aujourd'hui je vois pas comment ça peut s'arrêter en tout cas. Et j'imagine que c'est une fierté aussi parce que toi t'es de là-bas, t'es né à Vannes même si je dis pas de bêtises, donc ça doit être une fierté de dingue de représenter ces couleurs et d'avoir grandi avec le club finalement. Ouais, bien sûr. J'ai vu toute l'évolution entre guillemets du club, une nouveau centre d'entraînement. J'ai fait la transition Joe Courtet, stade de Arabine aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une fierté d'avoir mis la pierre à l'édifice pour tout ça. Donc non, c'est incroyable. Aujourd'hui, tous les clubs globalement qui sont dans l'élite à partir de au moins la nationale visent à aller le plus haut possible. Tout le monde n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que, je pose la question aussi à toi, Sacha, Vannes, il prétend réellement et arrive à mettre ces choses en place pour ça? C'est la stabilité du projet. Pour moi, il n'y a pas d'affolement. Vannes ne serait pas monté cette année en top 14. Les investisseurs n'auraient pas lâché le club. C'est un projet qui est stable avec un manager qui est là depuis de nombreuses années. Mais je pense que Guéna est le mieux placé pour en parler. C'est un club qui avance sereinement avec des moyens qui sont conséquents, des investisseurs qui veulent se rajouter au club tous les ans. Parce que c'est un club qui représente une région, un territoire, qui transmet des valeurs qui sont sublimes. Mais peut-être que Guéna nous en dira plus. Non, ça, j'ai raison. C'est un projet de club, mais aussi de territoire, de Bretagne. Aujourd'hui, il n'y a pas de club breton en Bretagne et pouvoir mettre la Bretagne sur le cadre du rugby français, c'était important pour tout le monde et tout le monde en est fier. C'est un club qui travaille beaucoup. La faculté de travail, ça a toujours existé. On a un staff stabilité, mais c'est des cracks du rugby, le staff. C'est des bosseurs, ils voient tout avant tout le monde. Ils sont vraiment là-dedans pour amener le rugby au plus haut et les dirigeants ont compris parce qu'ils reconduisent chaque année et les performances montrent que ça sert et derrière ils se trompent pas sur les effectifs, ils peuvent travailler tranquillement, ils choisissent leurs joueurs et puis ils ont une vision à long terme sur ce qu'est le rugby, le présent et aussi le futur et donc je pense que c'est tout ça qui fait que Vannes est en top 14 et qui vont performer et je peux même vous donner un scoop. Dans 10 ans
il y aura un titre majeur pour Vannes. Oh. Coupe d'Europe ou France, mais il y aura quelque chose de majeur. Mais c'est possible, hein, parce que quand tu vois l'évolution de La Rochelle, moi j'ai l'impression que Vannes, il s'installe un peu pareil. C'est un club qui a pris le temps, mais qui est monté aussi rapidement. C'est-à-dire que ils sont montés en top 14, ils se sont installés. 2-3 ans après, ils étaient dans les 8 premiers. 4 ans après, ils étaient dans les 6 premiers. Et 5 ans après, ils gagnent une Coupe d'Europe. Donc, pour moi, c'est des parcours inspirants, un club comme La Rochelle. Ils étaient ils étaient en Pro D2 il y a quelques années. Aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à accomplir, c'est extraordinaire. Il faut s'en inspirer, il faut y croire. Donc, pour moi, rien n'est impossible pour un club comme ça. Il est hyper bien structuré. Ils ont vraiment une communauté autour d'eux. Et ils ont un staff compétent, ça se voit à leur performance. Et je pense que c'est un club qui, on va pas s'emballer, mais potentiellement peut monter très vite et très haut. Mais t'as raison, Gaël, de le souligner, mais c'est la réalité. Hein. Vannes s'est inspiré de La Rochelle. Vannes, c'est aussi un club qui a été très malin, qui a signé un partenariat à l'époque avec le Racing. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui venaient lancer leur carrière à Vannes. Et puis, Guéna le dit très bien. Là, aujourd'hui, il y a une véritable volonté de bosser sur la formation aussi. Il y a quand même eu sur la feuille de match en finale pas mal de Bretons titulaires. Je pense à Robin Tacola, Mathéo Desjeux. Tim Mézou. Ouais, Timothée Mézou, exactement. Donc aujourd'hui, moi je me rappelle, ce qui m'a donné envie d'aller à Vannes, j'avais regardé un reportage Canal à l'époque sur le public, sur la vie là-bas, etc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui vont regarder, taper Vannes, taper le stade de la Rabine, voir l'engouement, se dire attends, mais là il y a un vrai projet, c'est un club qui se structure, qui a des moyens et qui a surtout un public de fou. Donc ouais, je vais y aller et je vais créer une partie de l'histoire. On parlait de Michael Rourou sur les derniers podcasts. Un des trucs qu'il a fait rester aussi, c'est d'écrire l'histoire du club. Il y a quand même une page de ouf à écrire. Tu vois, t'arrives pas au Stade Toulousain où t'as le poids des titres qui est derrière toi. Ça fait la diff aussi d'avoir des joueurs qui jouent pour autre chose que parce que bon, c'est le taf aussi des gars, c'est leur travail, mais que ça dépasse ce cadre-là, qu'ils soient à fond dans le projet, qu'ils croient à l'identité du club, qu'ils le représentent, qu'ils le portent. C'est ce supplément d'âme aussi qui fera la différence sur le terrain à un moment. Aujourd'hui, quand tu vois qu'ils arrivent à faire venir des internationaux, je pense à Vunipola qui est là depuis 2 ans, c'est ça. Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas de frein. Honnêtement, ils peuvent toucher les sommets très rapidement s'ils continuent à se construire comme ça et faire bien les choses. Moi, j'y ai passé que 4 ans, mais aujourd'hui, quand j'y retourne, personne n'a oublié le fait que j'ai fait partie de l'équipe qui a fait monter le club en top 14. Il y a une stèle quand tu arrives au centre d'entraînement. Sacha Valo, une stèle Sacha Valo. Non, il y a Sacha Valo, mais il y a tous nos noms écrits. Et donc, en fait, quand tu vas dans ce club, il te marque ce club. Ouais, et puis il y a de la stabilité. Ce que je veux dire, c'est que là, on a l'année dernière, donc il y a 2 ans, monté en top 14. Tu redescends, pour autant, on sent pas de panique. Tout le monde reste dans le projet, le staff il bouge pas dans tous les sens, etc. Comme on pourrait avoir sur des équipes de top 14. Cette stabilité-là, elle doit être bien en tant que joueur aussi. C'est vrai, c'est bien parce que tu construis. Enfin, t'as pas à tout recommencer chaque année. T'as des top joueurs qui s'inscrivent dans le projet. Ils peuvent partir. Parce qu'ils sont démarchés en plus. Chaque année, un mec comme Max Lafage, il peut partir à gauche, à droite, et il reste dans le projet parce que il croit vraiment au projet. Et au final, tu construis l'équipe avec des joueurs comme ça. T'as des retours comme Anto Bucci qui te fait que des joueurs d'expérience qui a tout connu. Donc, fait un gros match ce week-end aussi. Un gros match. Et champion Fédéral 1, champion Pro D2, champion top 14. Ça, c'est énorme. Quand même. Fin du jeu. Ouais, c'est clair que c'est incroyable. Il fait vraiment un gros match week-end, relancer les ballons dans les espaces et tout. Déjà en demi, il avait été très bon contre Yona, mais non, c'est un club. Après, moi, la question que je me pose, c'est et j'ai envie de poser à Guéna surtout, c'est est-ce que tu sentais déjà que le club pouvait avoir cette trajectoire-là? Ou à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé, je sais pas, un investisseur qui s'est dit bon allez, toi qui est là depuis le début. Nous on n'a pas de mécènes, c'est plein de petits investisseurs qui sont là. Non. On a pris conscience dès nos premiers phases finales en Pro D2 qu'on pouvait faire quelque chose parce que on avait cette culture du rugby, mine de rien. On est en Bretagne, mais on parlait de rugby, on savait jouer au rugby, et on voyait les choses, on essayait d'analyser les choses. On ne pouvait pas attirer les meilleurs joueurs à Vannes, donc on essayait de travailler sur autre chose. Donc c'était travail. Et aujourd'hui, je pense qu'on continue comme ça. C'est pas facile tous les jours, mais on continue à bosser beaucoup, et au final, ça nous mène où on est aujourd'hui, quoi. Mais cette valeur travail est vraiment présente à Vannes et est importante, et je pense que tous les joueurs qui passent par Vannes savent que c'est cher au staff. Après, il y a un truc qui est dingue, c'est que les joueurs qui vont là-bas, il y en a très peu qui repartent finalement.
tu tombes amoureux de la région, de la ville qui est exceptionnelle. Et en fait, c'est des mecs qui derrière vont rester bosser au club avec les jeunes. Je sais pas si c'est ce que fera Guéna, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui restent, qui transmettent aussi ce qu'ils ont appris, et puis qui restent un petit peu dans l'écosystème du club, ce qui le fait aussi s'améliorer, ce qui permet quand tu te balades en ville, de tomber sur un mec qui a écrit l'histoire il y a 10 ans. Et c'est une force pour ce club. C'est que... On parlait de transmettre l'identité, c'est aussi via des joueurs qui sont passés, qui ont représenté les couleurs. C'est trop bien d'avoir ce système-là. La victoire de Vannes fait aussi que Provence doit affronter Perpignan le week-end prochain. Et on a senti d'ailleurs dans les discours que les Provençaux, ils ont basculé relativement vite sur ce match. Directement, première interview, c'était on se remet dedans parce que le week-end prochain, c'est le barrage, une deuxième chance pour monter. Parce que oui, effectivement, access match, le 13e du top 14 affronte le perdant de la finale de Pro D2 pour une place en top 14. Le gagnant est en top 14, le perdant est en Pro D2. Ça aura lieu à Aix, du coup, le match. C'est Perpignan qui se déplace. Et ça va être déjà dingue. Parce que moi, les access, c'est mes matchs préférés. Attention, tout le monde tremble. Ah ouais, c'est tellement... Enfin, surtout les Perpignanais. Les Perpignanais vont trembler parce que c'est dur de se déplacer. Franchement, c'est une très belle équipe. Elle a fait une super saison encore cette année. Et c'est toujours des matchs sous pression. Quand tu joues ta vie, ton salaire, ta famille, etc., c'est pas simple. Donc, je pense que ça va pas être un match facile à jouer. Après, bon, pour moi, Perpignan reste quand même au-dessus. Sur cette fin de saison, l'arrivée de Laurent Labitte leur a apporté une vraie plus-value, etc. Donc, ils ont quand même des sacrés joueurs, une sacrée équipe. Mais c'est pas gagné. Tu le vois comment ce match, Sacha ? Je pense que ça sera dur. Déjà, ça sera sur une pelouse synthétique. C'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que Perpignan joue sur un terrain en herbe, donc ça change quand même beaucoup de choses. Je pense que le pire tirage pour Perpignan, ça aurait été de prendre Vannes, qui plus est à la Rabine. Je les vois quand même favoris, cette équipe de Perpignan. Avec Laurent Labitte, ils ont montré un tout autre visage cette saison. Ils ont fait tourner au dernier match pour pas avoir de blessures, pour pas avoir de casse. Il faut pas oublier que Provence a joué un barrage. La saison, elle a été longue, elle a été éprouvante. Ils sont pas assurés. Ils sont allés gagner à Colomiers, ensuite demi-finale. Et... Je pense qu'il va y avoir de la fatigue. Après, sur un match, tout peut arriver, mais j'ai l'impression que Perpignan arrive sur cet access match plus préparé encore que les autres années, parce qu'ils le savent depuis quasiment toute la saison qu'ils allaient le jouer. Tu vois, c'est pas une déception de manquer le coche à la fin. Sûr, Donc je pense que ça sera compliqué, mais Gaël l'a dit, il y a quand même des joueurs hors normes. Je pense à Bitouniata. Il y a des top joueurs dans cette équipe de Provence. Il faudra faire attention, ça sera quoi qu'il arrive un beau match. Il peut avoir des étincelles quand même. Ouais, ça va cogner. Mais quand même, ça serait l'équipe de Perpignan de début de saison. Je t'aurais dit, putain, là, ça va être vraiment chaud. Là, en fin de saison, ils ont montré quand même un tout autre visage. Donc, je pense que ça peut être compliqué aussi pour Provence. Et toi qui as pu affronter Provence cette année, Gwenaël, t'en penses quoi ? Je suis d'accord avec vous. Je vois Perpignan au-dessus quand même. Après, c'est des matchs tellement compliqués à gérer émotionnellement parlant. C'est vraiment dur. Perpi, ils vont jouer avec un peu une petite peur, mine de rien, même s'ils nous ont plus préparés, parce que s'ils descendent, c'est catastrophique pour eux. Donc c'est des matchs très durs à jouer, mais Perpi, ils sont complets partout. Physiquement, devant, c'est vraiment fort. Et au Provence, ils sont forts devant. Perpi, c'est vraiment fort. Derrière, ça va très vite. Sur un synthé. Ça avantage qui, ce synthé ? Ça avantage Provence, clairement. Ah ouais ? Pour le coup, parce qu'ils ont l'habitude d'y jouer toute la saison. Ouais, mais ça galope côté USAP. Ouais. Ça galope. Jefferson Joseph, ça va très très vite. Au centre du terrain, ça va très vite. Je dirais Perpignan quand même. Ah ouais, tu dirais que ça avantage Perpignan ? Ouais, les impacts seront plus forts. Après, il faudra bien. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison que sur la densité physique. Faut pas qu'ils rentrent dans un jeu fermé, en fait, Perpignan. Le problème, c'est que Aix va les amener dans ça, je pense. Ils vont avoir un jeu hyper stratégique, beaucoup de jeux au pied, etc. Et s'ils commencent à rentrer dans un jeu comme ça peut devenir très compliqué. Par contre, si c'est un jeu un peu libéré, je vois pas Perpignan, ils sont tellement rodés, ils ont des joueurs extrêmement bons, donc... j'ai hâte de voir, en tout cas. Franchement, j'ai hâte de voir. L'USAP a fait largement tourner, quand même, globalement, à Bayonne. Et est-ce qu'on fait, du coup, ce fameux pari de la fraîcheur ? Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Parce que j'ai l'impression que si on met des mecs au repos, on dit qu'ils ont de la fraîcheur, mais qu'ils vont manquer de rythme. Et si on les met, on dit qu'ils sont cramés. Du coup, quelle est la réalité ? Je pense que c'est surtout par rapport aux blessures. C'était pas par rapport... Je pense que c'est surtout par rapport aux blessures. Ils voulaient pas blesser leurs meilleurs joueurs et leurs atouts
leurs atouts phares et je pense qu'ils ont bien fait et je pense que Laurent il prépare cet Access Match depuis un moment stratégiquement. Il a analysé les deux équipes, je pense qu'il avait analysé Vannes et Aix à la perfection, le connaissant par cœur et je pense qu'il sera prêt et honnêtement Perpignan quand même sur cette fin de saison, nous on les a joués à la maison, on a failli les perdre chez nous donc synthétique, ça courait donc c'est pour ça que je te dis moi je pense que ça avantage aussi Perpignan. Bon match à Bordeaux aussi. Ils ont que des profils assez rapides. Devant, ça galope aussi, c'est costaud. Non, c'est une équipe assez complète. Honnêtement, ça va être un beau match de rugby. Mais t'as raison de le souligner. Hein. Ce qu'il faudra surtout pas pour Perpignan, c'est que Provence soit capable de rester dans le bras de fer le plus longtemps possible. Parce qu'après, Perpignan a tout à y perdre. T'imagines que t'as recruté l'an prochain, t'as recruté Sévouris. Qui doit, à mon avis, ne vient pas si jamais ça descend. Il y a peut-être une petite clause, ouais. C'est sûr qu'il y a une clause. Donc Perpignan qui a trouvé son staff, qui a prolongé Laurent Labitte, etc. Mais ça serait une catastrophe pour eux de descendre. Ouais, effectivement. Ouais. Moi, je voulais parler d'arbitrage aussi. Bon, on a un bon client là. Bah, c'est pour ça. C'est exactement pour ça. Parce que Gwenaël a un diplôme d'arbitre. Et paraîtrait-il que tu souhaiterais devenir arbitre professionnel. C'est vrai. Devenir arbitre professionnel, oui, c'est un objectif. On va pas se cacher. Arbitre à haut niveau. Arbitre à haut niveau. Pas de langue de bois ici. C'est un objectif. Je savais pas ça. Non, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Okay. C'est quelque chose où je m'y retrouve. J'arbitre week-end quand je peux me permettre, quand il n'y a pas d'entraînement le dimanche. Donc pas souvent malheureusement, mais ça me plaît beaucoup et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, il y a des joueurs, il y a aussi un arbitre sur un terrain. C'est arbitre est important et il faut pas il faut pas y mettre de côté. C'est un rôle très important et aujourd'hui, je pense que en tant qu'ancien joueur, je pense que je pourrais mettre aussi cet œil différent sur l'arbitrage et accompagner au mieux les joueurs pour la performance du match en globalité, quoi. Aujourd'hui, l'arbitre, c'est quand même au centre des débats quand on a des matchs serrés notamment. C'est un rôle très critiqué. C'est quoi ton regard sur ça ? C'est vrai que l'arbitre a mauvaise presse, entre guillemets. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, c'est plus facile de taper sur l'arbitre que sur l'équipe. Ouais. C'est pas l'arbitre qui fait des erreurs, c'est pas l'arbitre qui fait des en avant, c'est pas l'arbitre qui fait des pénalités. L'arbitre a juste à choisir entre blanc ou noir, entre guillemets. Et des fois, ça tombe dans la mauvaise pièce, des fois non. Mais d'abord, quand on critique l'arbitre, il faut d'abord critiquer sa propre équipe avant de critiquer l'arbitre. Si t'as besoin si tu as besoin de gagner ou de perdre avec l'arbitre, c'est que tu as fait un mauvais match. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Nous, ça fait partie d'un facteur hyper important. L'arbitrage, on l'analyse à chaque match. On analyse l'arbitre, son profil, s'il préfère favoriser la défense, l'attaque, le jeu, les rucks, etc. Et ça, on le prend vraiment en compte. Donc, même sur l'Access Match, ça va avoir un rôle hyper important. Bien sûr. Parce que Aix va chercher à ralentir le jeu et Perpignan va chercher à l'accélérer. Ouais. Donc, en fait, l'arbitre donne le timing. S'il arbitre pas bien les rucks, ça fait que tu as un match un peu ralenti et on le voit beaucoup entre les deux. Il y a beaucoup d'équipes qui plongent dans les rucks, etc. Ouais. Et quand l'arbitre est strict, tu prends 2-3 pénalités de début de match, ça te calme quand même. En fait, ce qui est un peu dur, mais je pense que c'est aussi la réalité, c'est ce fameux truc de si tu parles pas de l'arbitre à la fin du match, c'est que t'as fait un bon match globalement. Ouais, c'est ce truc-là qui ressort souvent. Mais tu vois, dans un autre registre, alors complètement différent bien sûr, mais nous sur le crunch, l'arbitre, Chloé Pell, ancienne internationale à 7. Tout à fait. En fait, les gens ne se rendent pas compte d'à quel point elle a permis le spectacle. Ouais. Tu vois, tout le monde est en mode c'était top, on s'est amusé devant et tout. Mais c'est parce qu'elle a pris des décisions de ne pas siffler, surtout un nombre de fois où ça aurait pu être possible. Et c'est elle qui a permis le spectacle. Et en fait, l'arbitre, aujourd'hui, s'il y a des matchs où des fois on se régale devant, c'est parce que aussi on a un arbitre qui sait parfois aussi ne pas prendre certaines décisions. Totalement. Et ce qui est bien quand tu as été joueur et que tu deviens arbitre, tu vas favoriser le jeu. Tu veux que ça joue, tu veux que ça... Il y a pas mal d'arbitres internationaux qui étaient joueurs. Avant, il y en a un qui a joué au Racing, etc. Exactement. Qui était numéro 9 au Racing, qui était un excellent joueur et qui est un super arbitre parce qu'il favorise le jeu. Il veut voir du jeu. Ouais. Et ça, moi, j'aime bien cette philosophie-là. Il y a plusieurs choses à dire sur ça, mais je pense que le rugby, on a un sport où si on sifflait toutes les fautes, il n'y aurait pas de match. Ah non. Très sincèrement. Des fautes à tous les deux. Nous disait Laurent Cardona ici. Ouais, tu peux en siffler partout. Et Guéna, il a toujours eu cette appétence-là. Moi, je me rappelle, par moment, s'il n'était pas pris dans l'équipe, il allait arbitrer des matchs de fédéral le week-end. Donc, t'imagines la passion qu'il faut avoir quand même.
en Bretagne, sur des terrains, des fois il pleut beaucoup. Enfin voilà, faut vraiment être courageux. Et puis Guéna, ça a toujours été un mec qui adore le jeu. Moi, je vais le dire. Par moment, je commentais des matchs de Super Rugby. J'avais des doutes sur certaines décisions. Je lui envoyais des messages à 7h du matin. Parfois, il était debout. Il me répondait Donc en fait, Guéna, c'est un amoureux du jeu. Et je pense qu'il a une plus-value énorme à apporter. Parce que physiquement, il a toujours été au top. C'est un mec qui a un cardio, qui a un physique vraiment très très fort, très très performant sur ça. Il adore le rugby, il adore le jeu, il a cette connaissance, cette compréhension. Puis, Gaël l'a dit, quand t'es joueur, tu sais par moment qu'il y a certaines fautes que tu peux pas éviter, entre guillemets, quand tu vois, le mec te retient dans le ruck. Enfin, il y a tout un tas de petits détails où quand t'es joueur pro, si tu veux, tu as connu tous ces vices-là. Ouais, bien et sûr. donc tu les siffles pas et ça te permet d'avoir un match beaucoup plus sympa à regarder. Mais même, j'imagine que d'un point de vue joueur aussi, le fait d'avoir fait les deux en parallèle, ça doit t'aider dans comment avoir les bonnes attitudes ou même comment le transmettre ça aux autres autour de toi. Figurez-vous que dans les équipes, tout le monde ne connaît pas toutes les règles. Ouais, mais c'est vrai. Il faut savoir. Et au final, aujourd'hui, avoir un arbitre dans un staff, c'est quelque chose de cohérent. Ouais, parce bien que sûr. c'est hyper important. Aujourd'hui, ta performance, c'est le nombre de pénalités par match. Ouais. Plus tu prends des pénalités, moins t'es bon, entre guillemets, plus tu perds les matchs. Et aujourd'hui, connaître tes règles, c'est hyper important. Et puis derrière, c'est travailler bonnes attitudes pour pas prendre tes pénalités. Envoyer les bons messages visuels à l'arbitre. Bien communiquer avec l'arbitre et tout ça, ça se travaille et c'est hyper important pour le rugby. Et t'aimerais arbitrer en pro? Ouais. Génial. Moi, par rapport à ça, je trouve qu'on n'accompagne pas assez les anciens joueurs pro pour leur faciliter. Enfin, tu vas me dire, mais je crois pas que t'as pas de passe-droit d'avoir été joueur pro. Ça va quand même plus vite. Okay. Ça va quand même plus vite par rapport aux arbitres qui font un cursus arbitre. Okay. Voilà, ça va quand même plus vite. Aujourd'hui, il y a des choses de mise en place avec Romain Pouat et Mathieu Renaille sur ça. Donc ça va quand même plus vite. Donc je ferai de la Fédérale 2 l'année prochaine. C'est déjà un bon niveau. Et moi j'ai une question par rapport à toi. Du coup, t'arrêtes ta carrière qui a été magnifique, mais moi je sais que rugbystiquement t'as aussi beaucoup à apporter. Tu me parlais d'analyse notamment, peut-être data quand on a reçu Morgan. Et même pour le club, moi j'ai rarement eu un coéquipier qui aidait le coach des trois quarts pour lui proposer ses idées. Tu vois, tu parlais d'Antoine Gibert qui le fait au Racing. Guéna, ça a toujours été ça. Il venait, il avait des réunions avec le coach des trois quarts avant qu'on ait réunion commune pour dire regarde, attention, cette équipe, si, ça. Est-ce que tu as aussi cette envie de continuer peut-être dans le rugby pro d'une certaine manière? Moi, quand on parle rugby, ça me va. Non, forcément, oui. Oui, je te dis oui parce que j'adore ça. Enfin, c'est ma vie, rugby, donc comme vous ici. Et forcément, donner autrement, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est vrai que tout ce qui est analyse, data et tout, c'est mon petit dada. Donc si je peux parler de rugby tous les jours, ça sera avec grand plaisir. Et n'arrête peut-être pas trop vite. Il y aura le Super 7, ça pourrait te dire si jamais je te sélectionne. Figure-toi que j'aurai peut-être un autre maillot pour Super 7. Il est tellement triste. Il est triste. En tant qu'arbitre. Ah Oui. Ouais, ça peut être préfères arbitrer ou jouer une dernière fois? Ça, je t'adore, mais arbitrer quand même. Ok, mais tant mieux pour toi. Je trouve ça génial. Bon, c'est une plus-value de ouf pour toi, arbitrer une compétition professionnelle. Ouais, oui, grave. Non, mais complètement. Surtout sur du 7 où c'est quand même facile à arbitrer, c'est plus facile. T'as moins de décisions. C'est très lisible. C'est très lisible. Il faut courir. Donc franchement, ça serait. Donc là, sur le Super 7 cet été. Peut-être. Oh là là, on n'avait dit pas de langue de bois ici. Oui. Le mec, le plus facile à convaincre. Il peut pas te mentir. Ça n'a pas été dur à sortir. Attends, mais ok, je prends pas te d'équipe. mentir. Le Super 7, c'est le championnat de France de rugby à 7, si jamais. Exactement. Pour ceux qui se passe cet été, 2 étapes, une à Biarritz et une à Pau. Parfait. On passe aux questions YouTube, messieurs? Allez. Au passage, avant de passer sur les questions YouTube, on dit souvent que c'est des questions qui sont très pertinentes, posées cohérentes même, posées par les abonnés, et on compte potentiellement un jour faire un épisode où on répond uniquement à des questions. Donc on vous tiendra au courant quand ce sera le cas, mais pour ce faire on aimerait bien fonctionner peut-être de manière un petit peu différente, et on aimerait que vous envoyiez directement vos questions par message vocal sur Instagram, donc sur l'Instagram de Rugby Confidential qui sera dans la description si vous êtes sur YouTube, sinon c'est @Rugby Confidential, pour le coup c'est pas le plus dur, et on en sélectionnera quelques-unes pour les diffuser directement dans l'émission, qu'on puisse entendre vos jolies voix et vous répondre directement. Voilà.
Se régaler. On va vraiment se régaler. Question du jour. On a Charles qui dit « Bonjour à tous. Si j'ai bien compris, en club, on réutilise tous les maillots, mais en sélection, on les garde. Alors, est-ce que Gaël a 98 maillots de l'équipe de France dans son placard, sans oublier les tenues d'entraînement de toutes ses tournées et saisons passées à Marcoussis? Sinon, le podcast est super. Merci de nous proposer un contenu aussi qualitatif. Merci à toi, Charles. » Très bonne question. Ouais, c'est une très très bonne question. Déjà, il te donne 2 maillots par match. Donc, ça ferait le double. Je suis pas très bon en match. Ça fait 196. Alexis. Ouais. Et ouais, il t'en donne 2 par match, donc je dois avoir ça. Et j'en ai plus beaucoup parce que je les ai tous donnés presque. J'en ai pas reçu. J'en garde un de chaque génération, donc de chaque couleur et de chaque maillot. Mais sinon, tout le reste, je le donne. Je le donne à des amis, à des gens que j'apprécie. Donc c'est pour ça que je n'en avais pas. C'est pour ça que si, moi j'en ai un, mais oui, c'est vrai qu'il faut pas le dire à Noé. Oui, mince, ok. Mais non, mais surprend pas. Ouais, on garde les maillots. Ouais. Si on veut savoir ça, on sort un reportage avec Gaël qui s'appelle Jour Off. Okay. Justement, il parle de ses maillots. Ça sera disponible sur l'application. Ouais, c'est vrai en plus. Et t'as vu que j'en avais pas beaucoup. Non, sur l'application. J'en ai, mais tu les donnes pas beaucoup. tant que ça. Ouais, en fait, je suis pas trop attaché au matériel. Ouais. C'est plutôt les souvenirs, les vidéos, les photos, etc. Ça, j'y suis hyper attaché. Mais le maillot, comme j'ai très rarement échangé les maillots et on pourra le voir sur la vidéo. Il y a que quelques joueurs, excusez-moi, et c'est ceux qui sont venus me demander parce que moi je suis un peu gêné d'aller dans le vestiaire et demander le maillot, donc je le fais rarement. Ouais, je comprends. Après en club, on en garde de temps en temps, il y en a qui sont donnés. Moi je me rappelle qu'on avait gagné à Provence. Ouais, mais c'est sur des moments très précis parce que sur des le budget maillot, c'est un truc qui coûte cher les maillots aussi. C'est au maillot de match, etc. Souvent, les clubs, ils laissent pas les maillots aux joueurs parce qu'ils en gardent sur la saison. Ils en ont peut-être 10 jeux de maillot par saison. Donc, en fait, ils vont te le donner 1 ou 2 fois. Je sais pas combien c'est à Vannes, mais... Mon grand jeu, c'était de dire à la victoire, les maillots. C'est jamais passé. Mais du coup, ils te les donnent pas à tous les matchs, quoi. Tu l'as eu au moins sur les finales et compagnie, j'espère. Tu l'as en fin de saison, on l'avait eu sur un... Grosse victoire à l'extérieur. Grosse victoire à l'extérieur. Des moments un peu clés, quoi, des victoires un peu... Après, c'est en équipe de France, t'en as le plus. Moi, pareil, sur les tournées qu'on faisait avec l'équipe de France à 7, on avait 2 maillots par tournée. Donc, il y avait 10 tournois. Donc, ok. Et attends, 2 maillots, genre un blanc, un bleu ou 2 blancs, 2 bleus? Non, un blanc, un bleu. Un blanc, un bleu. Un blanc, un bleu. Ok. Donc tu remets le même sur tout le week-end. Exactement. Et tu remets le même le tournoi d'après, parce que normalement, t'enchaînais 2 tournois d'affilée sur les 2 semaines. Tu partais sur une dizaine de jours. Exactement. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Ah non, c'est pour ça que souvent, je me rappelle quand on était joueur, Gals doit arriver tous les week-ends. Mais quand on fait le tour d'honneur, les mecs me disent ton maillot. C'est pas qu'on veut pas le donner, c'est qu'on peut pas le donner. Moi, il m'est arrivé de donner des shorts, parce que du coup, ils sont moins regardants sur les shorts. Donc, je donnais des shorts, etc. Donc, la bonne astuce, c'est de demander des shorts ou des chaussettes, mais les chaussettes, c'est un peu moins sympa. Mais les shorts, on peut plus les donner, mais les maillots, c'est pas possible. Moi, on me l'a demandé aussi au match, sauf que moi, je pouvais le donner, mais moi, j'ai tout gardé. Moi, j'ai tout gardé, le slip et tout, j'ai tout bien rangé dans le placard. J'ai donné mes crampons quand même. Ok, j'ai donné mes crampons. Moi, j'ai moins d'importance sur les crampons et tout, mais le maillot, quand même, c'est symbolique et t'en as pas beaucoup. Moi, j'en aurais pas beaucoup plus, les gars, en plus. Donc, bon, ça bougera pas du décor de live. Tiens, c'est très bien. On a une question, Anthony. Qui dit salut à tous et un grand merci pour ce super podcast. Je ne suivais jusqu'à récemment que les matchs de l'équipe de France, mais grâce à votre podcast, je m'intéresse beaucoup plus aux autres championnats, qui me fait encore plus aimer le rugby. Question pour les prochains épisodes, quelle est l'importance réelle du vestiaire dans les résultats d'une équipe et comment y trouver sa place en tant que joueur? Bonne question. Ouais, très bonne question. Gaël, tu veux... Non, mais le vestiaire, vas-y, réponds, comme ça change, parce que c'est tout le temps moi. Comme ça, on donne un peu notre... Non, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que chaque personne a un rôle défini dans le vestiaire. Il y a celui qui va animer un peu le vestiaire, celui qui sera un peu plus calme, plus en retrait, et tout aussi important, parce que ça équilibre un peu un vestiaire. Et je pense selon mais comment dire, j'ai pas mes mots. La personnalité peut-être. Selon la personnalité de chacun, fait que le vestiaire au final il se compense et au final il trouve une sorte d'équilibre finalement le naturel. Vestiaire, quoi. Mais c'est vrai que voilà, il faut trouver sa place. C'est pas forcément facile au début. Quand tout le monde se connaît, ça va, mais quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent chaque année, il faut que chacun trouve sa place et c'est comme ça qu'une équipe marche au final, parce qu'une équipe où le vestiaire marche pas, ça, sur le terrain ça fait moyen. Toi, Sacha, par exemple, imaginons. On pense à Sacha qui est arrivé, qui a fait 4 ans à Vannes, mais quand t'es arrivé, nouveau vestiaire, comment t'as trouvé ta place?
moi, c'était encore plus compliqué puisque je faisais une transition d'une carrière intégrale au rugby à 7 où tu passes ta vie entière avec seulement 12 personnes, où tu partages un vestiaire avec 40, 50 personnes. Donc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de cette importance-là. Et moi, je l'ai dit, je suis arrivé à Vannes, je connaissais pas un joueur. Ouais. Donc, c'était ultra compliqué. Et c'est là où, dans le vestiaire, l'importance des anciens qui vont intégrer, qui vont faire en sorte que tu aies une bonne adaptation. Et moi, je suis arrivé à Vannes sur une transition qui s'est pas très bien passée au début parce que j'étais pas au niveau, je manquais de repères, j'ai mis un vrai temps d'adaptation à passer du rugby à 7 au rugby à 15. Et ce qui m'a donné envie de pas lâcher, de pas retourner faire des tournois avec l'équipe de France à 7, c'est justement le vestiaire. Parce que les mecs étaient tellement sympas, il y avait une telle ambiance, il y avait, on s'en rend peut-être pas compte, Guénat a connu que ça, mais le groupe à Vannes est exceptionnel. Et est-ce que t'as senti que, alors là on rentre dans des trucs un peu plus perso, mais est-ce que t'as senti que tu devais tirer certains traits de personnalité ou quoi, ou t'as juste en étant toi-même, ça s'est fait naturellement? Il faut clairement être soi-même, mais tout ça c'est pour te dire que pour moi un groupe solide, et tu vois je pense au Stade Toulousain où je connais un petit peu l'ambiance de vestiaire qui y règne, c'est des copains quoi. Ouais. Et en fait, même si t'es pro, même si t'es dans une équipe professionnelle, avoir un vestiaire, une vie de groupe qui est magnifique, ça te pousse de toi à vouloir être performant, à vouloir être intégré par les autres. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu envie de jouer pour ce club. J'avais envie que les anciens me respectent. Donc, ça passe par des bonnes performances sur le terrain, tu vois, pour gagner aussi ta place. Bien sûr. Et ça a toute son importance. Donc, mais après, il faut être soi-même. Moi, je me suis jamais forcé. Je sortais pas beaucoup. On m'a jamais forcé à sortir parce que quand j'étais là, je faisais rire un peu tout le monde. J'avais un petit peu ce rôle-là. Donc, il faut rester soi-même et pas se prendre la tête surtout. Eh bien, restez vous-même. Je pense que ce sera le mot de la fin, messieurs. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'ici. C'était vraiment très compliqué celui-là. Merci Gonal d'être venu. Vraiment trop cool de te recevoir. Merci et encore congratulations comme disent les Anglais. Félicitations quand tu veux. Et bien évidemment, on l'a redit. Là, nous allons nous rhabiller d'une autre manière pour tourner un épisode un petit peu spécial. Les Awards. Rugby Confidential. Merci à tous, merci à Alexis et merci à toute l'équipe de Nouvelles Écoutes. Merci à Juliette et à la prochaine.